Bonjour à tous et bienvenue dans ma bibliothèque pour ce nouveau numéro de Dans ma bibliothèque. Ouais, pas terrible ça. Aujourd'hui, je me suis fait un petit kiff, un petit plaisir. On va s'intéresser aux séries télé et notamment aux séries télévisées adaptées en bande dessinée et surtout en comics, puisqu'il s'agit de séries télé américaines, donc forcément de BD américaines. Des comics sur les séries télé, donc voici ma sélection et on démarre tout de suite avec le monument qui est Buffy the Vampire Slayer. Alors Buffy contre les vampires qu'on ne présente plus évidemment, j'espère qu'on ne présente plus. Rapidement, série télé créée par Joss Whedon qui a vécu de 97 à 2003 si je me trompe pas, pour cette saison. Pour cette saison, Sarah Michelle Gellar incarne une tueuse de vampires, chaque génération a sa tueuse. La nôtre, c'est Buffy, une blonde, ancienne cheerleader, donc qui casse un peu tous les codes habituels de ce genre de fiction fantastique. C'est tout l'intérêt, notamment. Plein d'autres trucs super géniaux. Cette saison, dans un spin-off, qui devient d'ailleurs plus qu'un spin-off, puisqu'Angel, Angel, le personnage, part dans sa propre série, qui devient une série, elle aussi, absolument géniale, qui s'arrêtera en 2004 après 5 saisons, malheureusement. Arrêt un peu surprise. Mais l'histoire ne s'arrête pas là, puisqu'en 2007, Joss Whedon lance la suite officielle en comics. Joss Whedon en comics, c'est pas la première fois qu'il y est, qu'il en fait. En tout cas, puisque notamment, il a fait un run assez génial sur les X-Men qui s'appelle Uncanny X-Men, 24 numéros qui sont absolument géniaux. Et donc en 2007, il se lance dans la saison 8 en comics que vous avez ici, édité par Panini Comics à l'époque. C'est en 8 tomes et ça a été réédité en 2 intégrales, je crois que c'est 2, en intégrale. Donc sur cette saison, Joss Whedon est au scénario sur beaucoup de numéros, donc déjà, gage de valeur forcément. Il va être accompagné par d'autres scénaristes, notamment Jane Espenson, qui est très connue sur la série télé, puisqu'elle a fait beaucoup d'épisodes depuis la saison 3. Accompagné aussi par Drew Goddard, qui lui a écrit sur la série pour la saison 7. Et on retrouve d'autres auteurs de nom, puisqu'on a Brian K. Vaughan, connu pour Y le dernier homme, ou Saga dernièrement, c'est pas rien. Et aussi Brad Meltzer, qui est romancier, mais qui a notamment écrit l'excellente histoire chez DC, Crise d'identité. Donc, des noms très connus, pour une saison 8 qui est absolument géniale. Elle est dessinée par George Gentil. Alors, je sais jamais comment on dit. Je sais pas si on dit George Gentil ou si on dit George Gentil. On va dire George Gentil pour la facilité, hein, et pour qu'on me comprenne. Désolé, George. George Gentil, donc, qui dessine toute la saison. Là aussi, c'est gage de continuité, de cohérence sur la saison, ce qui est très très bien aussi. Donc, cette saison 8, à la fin de la saison 7, donc dans la série télé, Buffy divise son pouvoir entre toutes les potentiels. Les potentiels, ce sont les probables futurs remplaçants de la tueuse actuelle une fois qu'elle mourra. Voilà, une à plein. Et Buffy décide, pour affronter la force, The First, en VO, de diviser son pouvoir à travers toutes les potentiels qui deviennent toutes des tueuses, plus ou moins. Des potentiels fortes, en tout cas. À la fin de la série, et sur cette saison 8, on continue là-dessus, et en fait, Buffy va avoir une sorte de méga organisation à travers le monde, avec des petites cellules. Elle et Xander seront en Écosse. On aura notamment Andrew en Italie. Je crois que Giles est avec Faith en Angleterre. Je crois qu'ils sont. Donc voilà, on va vraiment avoir une histoire qui va avoir une plus grande dimension, presque une opération mondiale en fait. Et c'est ce qui va être vachement intéressant avec cette saison 8, c'est qu'on va pouvoir faire des choses qu'on ne pouvait pas forcément faire dans la série télé, à cause du budget, notamment forcément, d'autres questions techniques aussi, bien sûr, mais surtout le budget, souvent. Et donc là, cette saison 8, on va pouvoir aller beaucoup plus loin et faire beaucoup plus de choses. Que dire d'autre? Le vilain principal s'appelle Crépuscule, Twilight, en VO. Ça va être lui le vilain sur tout l'arc jusqu'à la révélation de son identité à la fin de cette saison 8. Révélation qui sera peut-être pour certains en tout cas le plus gros défaut de cette saison, peut-être ce qui gênera un petit peu sur cette saison. Pour tout le reste, vraiment, pour tous ceux qui ont adoré la série, c'est absolument à lire parce que c'est une suite officielle, et c'est très bon, et c'est vraiment très bon. Niveau dessin, donc Georges Gentil, pardon encore une fois,
C'est peut-être l'élément qui divise souvent, en plus de Crépuscule, qui divise souvent les fans qui ont lu la BD, on aime ou on n'aime pas, un peu, son style. Hem, Quand on fait une série télé adaptée en comics, forcément les personnages sont connus, sont des acteurs, donc l'intérêt est aussi de pouvoir dessiner les personnages qui ressemblent aux acteurs, de pouvoir reconnaître les acteurs. Hem, qui sera peut-être moyennement le cas avec le dessin de Gentil. C'est horrible, Gentil. Mais pour autant, on reconnaît quand même bien les personnages, il faut pas exagérer non plus. Et il y a plein d'autres éléments qui sont vachement cool dans ces dessins. C'est très dynamique. J'adore sa couleur. Buffy, notamment la saison 7, est une saison assez sombre, photographie assez sombre, assez noire. Mais ça reste une série d'humour. Tout de même, ça reste une série qui a eu de la légèreté très souvent. Et là, on retrouve ça avec les couleurs qui sont quand même pas des couleurs sombres, des couleurs assez vives, assez pleines, on va dire. Et aussi le côté un peu cartoonesque des dessins de Gentil qui va rappeler, maintenant je dis Gentil, qui va rappeler le côté très humoristique de la série, parce que c'est aussi une série qui a beaucoup d'humour et de dérision. Ça, et aussi le nez de Sarah Michelle Gellar, je trouve qu'il est parfait. Voilà, c'est important de le dire. Saison 8, saison 8, parfaite, très bonne saison. Mais ça s'arrête pas là, puisqu'on va enchaîner. Joss Whedon s'écarte du scénario, il reste en tant que superviseur de ce qui se passe. Et c'est, alors j'ai perdu le nom, Andrew Chambliss qui reprend la série pour la saison 9. Saison 9 qui va écrire totalement lui. Il va être toujours accompagné par Georges Gentil. Je vais passer rapidement sur ces saisons-là. L'important était de parler de la suite et de la saison 8 notamment. Donc saison 9, Chambliss qui va notamment est une saison, puisque en fait à la fin de la 8, la magie disparaît. Donc la 9 va gérer le fait qu'il n'y ait plus de magie, notamment des vampires qui vont devenir un peu ce qu'on va appeler des zompires. Donc moitié zombie, moitié vampire, ça va être un des éléments de la saison. Et le méchant va être la tueuse, alors pas tueuse, mais potentiellement tueuse, devenue tueuse parce que Buffy a divisé les pouvoirs, qui s'appelle Simone et qui va être la vilaine de la saison. On enchaîne sur une saison 10, écrite cette fois par Christos Cage, et au dessin, Gentil s'écarte et Rebecca Isaac arrive. Alors pour la petite histoire, il y a eu aussi un spin-off des saisons de Buffy qui s'appelle Angel et Faith. En fait, à la fin de la saison 8, je ne révèle pas ce qui se passe, mais il y a un événement qui fait qu'Angel et Faith vont être ensemble ensuite, et une série va être créée qui s'appelle Angel et Faith. La saison 1 de cette série est écrite par Christos Cage et Rebecca Isaacs, qui ont tellement impressionné qu'ils ont été mis sur la saison 10 de Buffy. Et la saison 2 d'Angel et Faith aura d'autres auteurs, qui ont notamment écrit une mini-série sur Spike, sur ce qui se passe avant ce retour dans la saison 8. Angel et Faith aura que 2 saisons. Saison 10, donc, Christos Cage et Rebecca Isaac. Là, le thème principal va être la réécriture du livre de magie qui va être effacé. Donc le fameux livre Vampire qu'on voit dès le début de la série. Les Buffy, sa bombe, Scooby Gang, vont devoir le réécrire. Et il va être aidé notamment par le démon Dofrin, qui est un peu le papa d'Anya, pour ceux qui ont suivi la série, qui revient et qui va aussi être le méchant principal de la saison. Saison 11, toujours Christos Cage, toujours Rebecca Isaac avec Georges Gentil de nouveau. C'est une saison où le gouvernement, il y a une sorte de dragon qui va attaquer San Francisco, là où ils sont. Et du coup, le gouvernement va mettre tous les gens à pouvoir, tous les gens surnaturels dans des camps, un peu des camps de concentration, des camps de rétention. Et donc Buffy, Willow et Spike vont être dans ce camp-là, et les autres vont essayer de les en sortir. Voilà, c'est un peu le thème de la saison qui est plus courte. Et on finit avec une saison 12 qui est très courte, elle fait 4 numéros seulement. Joss Whedon revient accompagné de Christos Cage pour écrire une grosse bataille finale qui va notamment aussi être en lien avec le futur et le personnage de Frey et son frangin, personnage introduit dans la saison 8 de Buffy, qui a aussi eu un petit spin-off en BD. Voilà pour toutes ces saisons qui sont toutes bien. Clairement la 8 est au-dessus du lot, elle est géniale. Le reste est très bon aussi. Si vous aimez Buffy, c'est à chaque fois des auteurs qui connaissent la série, connaissent les personnages et font ça avec amour. Donc c'est forcément bien. Je termine juste en disant qu'il y a eu d'autres séries de comics qui étaient au moment des premières saisons, donc des épisodes inédits qui se passaient durant les premières saisons. C'est souvent ce qui se fait avec les séries télé. On le verra pour X-Files tout à l'heure. C'est le cas là aussi, qui était aussi disponible chez Panini, quelques tomes des saisons 1, saison 2, saison 3. Et enfin, tout récemment,
La série a été rebootée, vraiment rebootée. On repart de zéro, en comics, je parle bien. On repart de zéro avec une nouvelle série chez Boom Studios. Jusque-là, c'était Dark Horse aux États-Unis. On est passé chez Boom Studios. Nouvelle série qui relance Buffy avec une version plus moderne. Voilà, c'est écrit par Jordi Belair, c'est dessiné par Dan Mora. J'ai pas aimé. Voilà, on se cache. J'ai pas aimé, mais c'est une manière peut-être de redécouvrir Buffy pour une nouvelle génération, donc pourquoi pas. C'est sorti récemment chez Panini, et ça, c'est disponible. Pour le reste, c'est moins sûr. Il faudra peut-être regarder au niveau de l'occasion, ou etc., pour pouvoir se procurer ces saisons-là. Sachant que Panini a arrêté après la saison 10, donc la 11 et la 12 sont inédites en France. Voilà, pour Buffy. Pour Buffy, forcément, c'est un monument, donc il fallait en parler assez longtemps. Et c'est plutôt cool. Et on passe maintenant à une deuxième série qui s'appelle Fringe. C'est parti pour Fringe. Alors vu que j'ai totalement explosé le timing sur Buffy, on va essayer d'aller vite. Sur Fringe notamment, il y a peu de comics, donc ça va aller vite. Donc Fringe, série de 2008 à 2013, créée par Alex Kurtzman et Roberto Orci, et J.J. Abrams aussi, qui est là en tant que créateur et producteur exécutif, même si on sait qu'il lâche souvent ses séries pour partir vers d'autres cieux. Donc série fantastique, série qui mène enquête policière et fantastique avec une intrigue de fond sur les mondes parallèles. Voilà pour résumer rapidement. En 5 saisons, la série, très sympa, pas à la hauteur de Buffy ou X-Files par exemple, mais très bonne série quand même, qui se tient bien sur l'ensemble, qui a ses petits défauts mais qui fonctionne bien. Donc à voir si vous ne l'avez pas encore vu. Et on a eu des comics, on a eu une première saison, si on veut, un premier tome. Dans la première histoire, va en fait explorer le passé de Walter Bishop, donc Walter Bishop qui est un des persos principaux, Walter Bishop et William Bell. Ce sont deux persos qui au début de la série sont éloignés, on va apprendre qu'ils ont des liens, parce qu'ils ont travaillé ensemble en étant plus jeunes, et justement, ce comics nous rencontre, dans sa première partie, la rencontre entre William Bell et Walter Bishop, je suis mal avec les noms. Donc, à la fac, ils se rencontrent, leur première expérience, premier travail ensemble. Notamment, on va découvrir que dès lors déjà, sans amener des concepts qu'on verra ensuite, comme le voyage dans le temps un petit peu, la téléportation, aussi le fait de pouvoir transférer ses pensées à travers les ondes cérébrales qu'on verra très souvent dans la série, qui ont déjà été amenées donc avant par ces deux-là, et qu'on retrouve dans le comics. La deuxième partie de ce tome 1 est consacrée à des petites histoires, vraiment d'une dizaine de pages, avec des éléments fantastiques comme les épisodes de la série, qui n'étaient pas épisodes mythologiques, qui étaient des épisodes anthologiques, on appelle ça, voilà. Anthologiques, donc on retrouve aussi des petites histoires d'une dizaine de pages qui sont assez hétérogènes sur l'ensemble, mais qui restent très sympas quand même, et qui font des petites références à la série. Ici, c'est collectif pour les auteurs, mais notamment Mike Johnson, qui est un scénariste connu dans les comics, qui a bossé sur ce tome 1. Le deuxième tome, donc 2008-2011 pour le second tome, celui-ci regroupe que des histoires individuelles, encore une fois comme la fin du tome 1, histoires individuelles avec des phénomènes surnaturels, fantastiques, mais où on va retrouver plus ici les personnages de la série, donc des petites histoires comprenant les personnages de la série, les éléments de la série. C'est un peu moins bien que le tome 1 qui avait un vrai intérêt parce qu'il y avait un peu le passé de la série et des personnages. Ici c'est un petit peu moins bien, mais ça se laisse lire quand même. Quand on a aimé la série, c'est quand même toujours très sympa à lire et ça approfondit un petit peu les personnages aussi. Ce qui est intéressant de noter, c'est qu'au dessin, on va retrouver plein d'auteurs très connus en comics. Donc je vous les cite: David Lafemme, Stray Bullet, Derek Robertson, qui a fait notamment Transmétropolitane. On a Fiona Staples c'est Saga. Et je peux citer aussi Tom Mandrake et David Hahn. Voilà pour ces deux volumes, les seuls disponibles en France. Il y a eu un troisième, qui malheureusement n'a pas été édité par Panini. Un troisième qui notamment explique ce qui est arrivé à Peter Bishop entre la saison 3 et la saison 4. Donc ça aurait été cool de l'avoir. Malheureusement, nous ne l'avons pas en VF. Voilà, c'était court, c'était rapide, c'était cool. Fringe, et on passe maintenant à X-Files, parce que la vérité, elle n'est pas ici. Elle est juste après. The X-Files. Alors je vous ai promis la vérité dans cette partie, pas sûr qu'on l'ait, hein.
pas sûr qu'on l'ait. En même temps, on l'a souvent promise à Mulder, pardon, et il l'a pas trop vu, cette vérité. En tout cas, The X-Files, donc, série, que dis-je, phénomène absolu, série de 93 à 2002, pour cette saison, 2 films, et un revival, en 2016 et 2018, pour les saisons 10 et 11, il y avait 9 saisons de la série, je dis n'importe quoi, 9 saisons, et évidemment, la saison 10 et saison 11, pour le revival, série créée par Chris Carter, série qui a redéfini ce qui est une série fantastique, absolument série d'horreur, série de fantastique, des épisodes totalement dingues, et évidemment une trame de fond qui concerne les extraterrestres et la vérité sur l'existence de vie extraterrestre. Et une intrigue très complexe, mais tellement passionnante. La série, vous la connaissez, j'espère. Connaissez-vous les comics? C'est ça la question. Des comics, donc, comme pour Buffy, on a eu une première série de comics qui se déroulait durant les premières saisons de la série, durant la saison 2, 3 et 4, voire même plus loin en fait. C'était écrit par David Petruccia et dessiné par Charlie Adler, dessinateur évidemment de The Walking Dead, bien sûr. Donc là, on va avoir des histoires qui vont se dérouler en parallèle de la série et qui vont être vraiment intéressantes parce qu'elles vont avoir leurs propres histoires, pas forcément liées à la série, mais en même temps avoir plein d'éléments qui sont pris de la série, voire par moments en fait des éléments qui sont un peu en avance sur la série. Ça va être le cas notamment sur l'huile noire, la fameuse huile noire, le cancer noir, qui apparaît en fait avant d'être dans la série. Donc ça c'est intéressant quand même. Des petites touches comme ça, et voilà. Essentiellement, on va avoir une série qui respecte les personnages, qui respecte l'ambiance de la série, c'est très important, et qui respecte la mythologie aussi de la série. Donc vraiment, c'est très bon, c'est en 4 tomes, ça s'appelle X-Files les archives. X-Files les archives. Pour le dernier tome, donc 4 tomes pour le dernier tome, c'est plus David Petruccia qui est au scénario, c'est d'autres scénaristes dont j'ai pas les noms là. Mais peu importe, en tout cas, ce qui est vraiment intéressant, c'est ce petit run là de Petruccia qui est vraiment très bon. C'est chez Glénat Comics, je ne le dis pas, je l'ai pas dit, donc je le dis. Chez Glénat Comics en France, c'était IDW, aux États-Unis comme pour Fringe. Aux États-Unis, l'éditeur américain qui fait beaucoup d'adaptations de séries télé ou d'autres œuvres en comics, c'est souvent IDW. Donc là, c'est le cas. Et donc, première série de comics, la deuxième série est une saison 10 officielle avant que la saison 10 véritable arrive à la série télé. Donc avant le revival de 2016, une saison 10 a été lancée en comics, supervisée par Chris Carter, donc quand même, écrite par Joe Harris et dessinée notamment par Michael Walsh et Matthew Dow Smith. On a 5 tomes, donc 5 tomes, toute la saison 10. On aura une saison 11 aussi qui n'a pas été publiée en France, mais vu que c'était au moment où Chris Carter a relancé la série à la télé, l'intérêt d'une saison 11, voire même de la 10 en fait, a été clairement diminué. Donc on n'a que la 10 en France. Cette saison 10 plaira pas forcément à tous les fans. Pourquoi? Parce que c'est un petit peu une sorte de remise à zéro, remise au statu quo de base de la série. C'est un peu du fanservice. On va ramener beaucoup de personnages qui étaient morts durant la série, l'homme à la cigarette, les Long Gunmen. Beaucoup d'éléments qui vont être un peu remis, pas à zéro forcément, mais remis à plat pour avoir un statu quo, pour faire plaisir aux fans aussi, pour s'amuser un peu. Donc Chris Carter l'a supervisé. Donc pendant un moment, ça a été officiellement la saison 10. Mais quand la série télé est revenue, forcément, l'intérêt est quand même moindre. Niveau dessin, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais là où Charlie Adler était vraiment très bon, autant sur les personnages que sur l'ambiance, que sur la mise en scène, on retrouvait un peu l'esprit de la série. Sur cette saison 10, c'est moins bon. On va pas retrouver cette ambiance qui a fait vraiment l'intérêt de la série. Par contre, on va avoir des petits arcs qui vont ramener des monstres de la série télé. Notamment, cette saison 10, on aura dès le début le retour de Hôte, The Host, l'Hôte, qui est un épisode marquant de la série avec une sorte de ver humain produit de Tchernobyl. Un épisode de la saison 2 qui a marqué la série et qui revient. Ce sera aussi le cas pour la saison 11. Bon, du coup, on l'a pas, mais saison 11 qui reviendra qui fera une suite à l'épisode Home, épisode très connu aussi de la série. Donc pour ça, c'est plutôt sympa.
pour ce qui est de la mythologie, de la remise un peu à plat, c'est pas forcément ce qu'on voulait voir, en fait, tout simplement. D'ailleurs, les saisons 10 et 11 de la série télé, pas forcément ce qu'on voulait voir non plus, mais bref, ça c'est un autre débat. Donc voilà pour ces comics. Pour X-Files, on en a fini. Ce concept d'émission, je pense, arrive plus ou moins à sa fin, puisque j'aurais fait un petit peu tous les thèmes que je peux faire avec mes bouquins, donc peut-être que ça va évoluer par la suite. On verra ça. Mais pour l'instant, je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous et surtout prenez soin des autres maintenant qu'on va pouvoir ressortir. Faites bien attention à vous. Voilà. Et puis, vive les séries télé, vive X-Files et vive Buffy. Et un petit peu Fringe. Ciao!